À 4 heures du matin, dans le silence glacé d'un bureau parisien, un téléphone ultra sécurisé s'est mis à vibrer. Ce bourdonnement discret fut le point de départ d'un enchaînement d'événements que nul stratège, aucun service de renseignement, ni même les plus cyniques des diplomates ne pouvaient anticiper. Ce simple signal presque banal marquait en réalité l'instant précis où l'histoire allait basculer, un moment qui, sans que personne ne le sache encore, allait rebattre les cartes du rapport de force entre Paris et Moscou pour des générations entières. Monsieur le ministre, la voix du général Thierry Burkhard, d'ordinaire imperturbable, trahissait cette fois une tension inhabituelle. Son ton sec et direct ne laissait place à aucune ambiguïté. Une transmission du Kremlin a été interceptée. Dans moins de 2 heures, Poutine prendra la parole. Et ce qu'il s'apprête à dire vous vise, vous, nommément. Le cornu, figé dans un silence calculé, laissa ses doigts pianoter mécaniquement sur le bois noble de son bureau. Ce geste presque imperceptible n'échappait qu'à ceux qui ne le connaissaient pas. Les autres savaient quelque chose de grave venait de tomber. Il ne s'agit pas d'un simple avertissement, poursuivit Burkhard. Le message est une attaque directe contre vous, contre la France. Tout cela à cause de notre soutien militaire à l'Ukraine. Et cette fois, c'est du lourd Sébastien. Depuis le cœur glacé de Moscou, toutes les télévisions russes diffusèrent le visage figé de Vladimir Poutine. Costume noir, taillé au scalpel, regard figé comme l'hiver sibérien, posture millimétrée par un quart de siècle de règne sans partage. Mais ce jour-là, un détail subtil trahissait une faille, une vibration dans la voix presque inaudible, mais bien présente, l'agacement. La France, lança-t-il en russe, traînant chaque mot comme s'il pesait des tonnes. Et ce ministre de la Défense l'écornu, il pense qu'il peut provoquer la Russie sans en payer le prix. Il s'interrompit volontairement. Une pause lourde de menaces non dites. Ils livrent des armes à Kiev. Ils entraînent les soldats ukrainiens. Ils croient que quelques milliers de kilomètres leur serviront de bouclier. Puis la lame tomba net sans détour. Je m'adresse à monsieur Lecornu, la Russie n'oublie rien. Chaque seconde, chaque projectile, chaque euro destiné à l'Ukraine sera inscrit. La France joue avec le feu, et ce feu-là brûle fort, très fort. Les experts du globe entier se ruèrent aussitôt sur l'analyse du discours. Ce n'était pas anodin. Entendre Poutine citer nommément un ministre étranger? Cela relevait presque de l'événement diplomatique. Une telle sortie ne se faisait jamais sans intention précise. Ce n'était pas un simple coup de gueule, c'était un message codé. Et il faisait du bruit. Pendant ce temps, à Paris, l'Élysée s'embrasa. Réunion en urgence. Autour de la table, Macron Lecornu, Catherine Colonna aux affaires étrangères et les têtes pensantes du renseignement français. L'atmosphère tendue comme un fil électrique. Il tente de t'isoler, lança Macron en fixant son ministre droit dans les yeux. Il veut te coller l'image du type qui met la France en péril. Vieille technique héritée du KGB. Lecornu esquissa un demi-sourire. Je connais la méthode, mais il a mal calculé son coup. Pourquoi ? Parce qu'il me croit docile. Il pense que je vais courber l'échine, m'excuser et freiner notre soutien à Kiev. Il n'a rien compris. Catherine Colonna brisa le silence d'une voix posée mais grave. Sébastien, je t'en prie, pèse bien tes mots. Lancer une joute verbale avec Poutine, ce n'est pas sans risque. Il a tout un arsenal non conventionnel, piratage informatique, intox, à grande échelle, gesticulations militaires aux frontières. Sans un mot, Lecornu se redressa et traversa la pièce. Il s'arrêta devant une immense carte de l'Europe clouée au mur. Ses yeux ne quittaient plus l'Ukraine, un territoire ravagé depuis 3 longues années. Catherine, dit-il calmement mais avec fermeté, c'est justement cette peur dont tu parles qui lui a ouvert toutes les portes depuis 15 ans. 2008, la Géorgie on tremblait. 2014, la Crimée paralysée. Le Donbass, même refrain. Aujourd'hui, c'est tout un pays qu'il piétine. Alors je te pose une question simple. On arrête d'avoir peur quant au juste. Un silence épais s'installa. Macron, lui, ne disait rien. Il connaissait cette posture de son ministre déterminé, droit inébranlable. Lorsqu'il en arrivait là, c'était terminé, plus personne ne pouvait le détourner. Quelle serait donc ta riposte ? Demanda finalement le président. Pas un communiqué, pas un tweet,
Une action réelle, militaire, rapide et qui laisse une trace. On avait prévu 3 milliards pour soutenir militairement l'Ukraine en 2024. Non, eh bien, je dis qu'on double la mise. 6 milliards. Et on l'annonce dans les 2 jours, clairement frontalement. Que Poutine comprenne que ces menaces produisent l'effet inverse. Un conseiller manqua de s'étrangler. Tu es sérieux, Sébastien, c'est totalement délirant. Le ministère ne pourra jamais encaisser une charge pareille. Bien sûr que si, répondit Lecornu sans ciller. J'ai passé la nuit sur les chiffres. On mobilise les intérêts générés par les avoirs russes gelés. On accélère l'envoi de matériel terrestre déjà destiné à être remplacé. Et on passe commande auprès de notre industrie militaire, ce qui, en bonus, stimule l'emploi ici chez nous. Macron pensif croisa les doigts sous son menton, les yeux fixés sur son ministre. C'est un pari risqué. C'est une obligation, corrigea Lecornu sans hésiter. Poutine se croit face à des Européens frileux, divisés, incapables de répondre d'une seule voix. Il est temps de lui prouver qu'on est autre chose, pas avec des discours, avec des décisions. Le président acquiesça lentement, puis déclara « Très bien. Mais tu pilotes tout de A à Z. Pas une info qui fuite. Tout doit être verrouillé. Et le jour où tu l'annonces, ce doit être net, carré, irréprochable. » Durant 1 jour et demi, Lecornu devint l'ombre de lui-même. Pas de sommeil, pas de pause, pas de distraction. Dans les couloirs feutrés du ministère, on disait qu'il était passé en mode combat. Plus de délégations, plus d'impro, il contrôlait tout, jusqu'au moindre mot sur une note de service. Autour de lui, son équipe carburait à plein régime. 3 fronts à gérer 3 défis simultanés. Un inventaire militaire précis, ligne par ligne, pour équiper l'Ukraine sans flancher. Un montage financier solide qui prouve noir sur blanc que ce plan ne ferait pas exploser le budget de l'État. Et surtout, une offensive médiatique millimétrée capable de retourner la menace de Poutine en victoire pour la France. Puis à 23h30 à la veille du grand jour, le téléphone vibra. Bruno Le Maire, ancien mentor voix du passé. Sébastien, les rumeurs vont bon train. Dis-moi que tu ne comptes pas faire ce que je crois que tu prépares. Tu sais que je ne peux rien dire sur une opération en cours, Bruno. Ce n'est pas une opération. C'est de la provocation pure. Une déclaration de guerre politique. Tu connais Poutine, non? Tu sais ce qu'il réserve à ceux qui osent le défier? Lecornu marqua un silence, puis sans hausser le ton. Tu m'as enseigné quelque chose, tu te souviens? J'étais gamin, 19 ans, assistant discret dans ton bureau. Tu m'as dit un jour, il y a ceux qui parlent de principes et ceux qui les incarnent. Les premiers ont des médailles. Les seconds une place dans les livres d'histoire. Moi, Bruno, j'ai choisi les livres. Le lendemain, à 9h tapante, la salle était pleine à craquer. Des journalistes venus de Paris, Berlin, New York, même quelques Russes en exil, stylo tremblant à la main. L'air était électrique, saturé de tension. Personne ne savait exactement ce qui allait être dit, mais tout le monde savait que rien ne serait comme avant. Lecornu gravit calmement les marches du pupitre. Pas de feuilles, pas de prompteur, rien qu'un homme debout face à l'histoire, et sa voix claire et implacable. « Mesdames, messieurs, il y a 2 jours, le président de la Fédération de Russie a cru bon de dire mon nom. Il a menacé mon pays et il m'a visé personnellement. Je suis ici aujourd'hui non pas pour m'excuser, mais pour répondre. » Un frisson traversa la salle. Les caméras zoomèrent, les stylos s'arrêtèrent de gratter. L'instant devenait historique. Monsieur Poutine croit que l'intimidation est une arme, qu'elle fait plier les nations, qu'elle glace les décisions. Il se trompe lourdement. Plus il menace, plus notre volonté d'aider l'Ukraine grandit. Il marqua une pause, longue, calculée, chaque mot suspendu dans l'air. En conséquence, j'annonce que la France double son soutien militaire. De 3, nous passons à 6 milliards d'euros. Dès maintenant, un choc, des murmures, quelques « mon Dieu » chuchotés dans plusieurs langues. Cette aide inclura 518 canons César, oui plus que tout ce que notre armée possède à ce jour, des milliers d'obus de 155 centilitres cramés, des drones, de reconnaissance Made in France, des missiles Scalp, des systèmes anti-aériens, des blindés, et surtout, la formation continue de milliers de soldats ukrainiens, ici,
en France. Le cornu marqua une pause. Il saisit son verre, prit une gorgée lente, presque cérémoniale, puis releva la tête. Son regard s'était durci, sa voix, elle s'était chargée d'une intensité nouvelle. « Monsieur Poutine, vous affirmez que la Russie n'efface jamais les offenses. Fort bien. Mais il semble que vous ayez oublié un détail fondamental, la mémoire française, elle aussi, est tenace. » Il laissa les mots s'installer, puis enchaîna comme s'il déroulait un parchemin d'histoire. « Nous n'avons pas effacé 1812 quand vos aïeux ont résisté à Napoléon, non pas au nom d'une idée, mais pour sauver leur peuple. Nous n'avons pas oublié non plus la Grande Guerre quand la Russie combattait à nos côtés contre l'ombre allemande. Et 1944. Nous nous souvenons très bien du rôle des soldats soviétiques dans la libération du continent. Mais permettez-moi d'insister, ajouta-t-il voix grave, nous nous souvenons aussi de Budapest, de Vilnius et de Tbilissi. Dans la salle, plus un souffle. Les stylos avaient cessé de gratter les regards figés sur le cornu. On aurait pu entendre le battement d'une montre. Ce n'était plus une conférence de presse. C'était un instant suspendu dans l'histoire. Vous imaginez qu'en lançant mon nom comme une menace, vous allez faire trembler la France, vous faites erreur. Une erreur monumentale. Il balaya la pièce du regard, sa voix toujours posée mais implacable. Chaque mot agressif que vous lâchez ne fait que renforcer notre engagement envers l'Ukraine. Chaque tentative d'intimidation ne fait qu'alimenter notre détermination. Puis, s'avançant légèrement vers les micros, il planta le clou. Je vais être limpide pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, la France ne recule pas. Pas d'un pas, pas d'un centime, pas d'un seul équipement. Vous voulez jouer à la démonstration de force? Très bien. Nos chaînes d'assemblage crachent désormais plus de canons César que notre propre armée ne peut en absorber. Nos obus sortent des usines par dizaines de milliers chaque mois, et nos sites de production tournent jour et nuit sans interruption. Ça, c'est ce qu'on appelle une économie de guerre, version européenne. Et ce n'est que le début. Il s'arrêta net, fixa la salle un instant de plus, puis lâcha sa dernière salve. « Monsieur Poutine, si vous avez imaginé qu'en menaçant un ministre français, vous alliez infléchir notre cap, alors vous venez tout juste de découvrir à quel point vous vous êtes trompé. Vous n'avez pas éteint notre volonté, vous l'avez enflammée. Merci pour ça. » Et sur ces mots, il se détourna. Aucun commentaire, aucune réponse. Pas un regard pour les journalistes qui l'assaillèrent de questions. Il descendit calmement de la scène, laissant derrière lui un silence fracassant et une phrase qui résonnait encore comme une détonation politique. 30 minutes plus tard, son intervention faisait la une de la planète. Le Figaro Les Cornus déclare la guerre verbale à Poutine, CNN. Un ministre français provoque Moscou, sans détour. Roudao Les Cornus à Poutine, chaque menace, plus d'armes pour Kiev. Mais la vraie question que tout le monde se posait dans les coulisses du pouvoir était simple. Quelle serait la riposte de Poutine? Et cette fois, la réponse ne s'est pas fait attendre. 6 heures. C'est le temps qu'il fallut au Kremlin pour sortir du silence. À Moscou, Dimitri Peskov, visiblement fébrile, convoqua une conférence de presse express. Son visage d'habitude impassible trahissait une tension inhabituelle. Les propos du ministre français, le cornu, sont irresponsables et inacceptables. Il s'agit d'une provocation claire, lança-t-il d'un ton sec. La Russie répondra comme il se doit pour défendre ses intérêts. Mais ce que beaucoup captèrent, ce n'était pas tant les mots que le ton. Fini le mépris hautain habituel. Ce n'était plus un Kremlin dominateur, c'était un Kremlin sur la défensive. Et les analystes ne laissèrent rien passer. Cette fois, Poutine a pris un coup, nota un expert du CS6, dans une analyse cinglante. Le cornu venait de faire ce que la plupart des chefs occidentaux n'osaient même pas envisager, rendre coup pour coup. En montant d'un cran au lieu de reculer, il forçait Poutine à choisir se replier ou risquer un vrai face-à-face qu'il ne peut pas se permettre. Les 2 jours qui suivirent furent un véritable test de nerfs à Paris. Le bureau de Le Cornu tournait à plein régime, l'œil rivé sur chaque clignement de paupières venu de Moscou. Résultat, 0 intensification sur le front cyber. Aucun mouvement militaire suspect. La désinformation, étonnamment sage. Poutine, l'adepte du bras de fer psychologique, restait muet.
Un silence qui en disait long. Lors d'un briefing classé confidentiel, le général Bourcard ne mâcha pas ses mots. « Il est paralysé, dit-il à Lecornu. Tu l'as pris à contre-pied. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un transforme sa menace en levier stratégique. Maintenant, s'il réagit, il valide ton discours. Et s'il ne bouge pas, il passe pour un dirigeant affaibli. » Mais le coup de théâtre ne vint pas du Kremlin. Il arriva d'Allemagne. 12 heures à peine après le discours, Berlin mit la main à la poche plus de milliards pour l'Ukraine. Puis ce fut un effet boule de neige géopolitique. Varsovie ajouta 5 milliards Londres, 1 milliard La Haye, 500 millions. En 7 jours à peine, le frisson déclenché par Lecornu devint une vague. Plus de 12 milliards d'euros de soutien militaire affluèrent vers Kiev. Poutine voulait isoler Paris. Ironie du sort, il venait d'unir l'Europe. Depuis Kiev, c'est un Zelensky visiblement ému qui apparut face aux caméras. Il n'y avait ni artifice ni discours enflammé, juste des mots simples mais puissants. « Je tiens à exprimer ma gratitude personnelle au ministre Lecornu », déclara-t-il, la voix légèrement tremblante. Il a prouvé au monde que le mot courage n'était pas relégué au livre d'histoire européen. Face à la tyrannie, certains dirigeants ont encore l'audace de rester debout. Mais pendant que l'Ukraine applaudissait à Paris, les regards se tournaient vers un seul homme, Emmanuel Macron. Son ministre venait de lancer un missile politique en plein cœur du Kremlin. Et les secousses se faisaient sentir jusqu'à l'Élysée. Dans les couloirs feutrés du palais présidentiel, des murmures montaient. Le Cornu a dépassé ses prérogatives, râlaient certains conseillers. Il vient de déclencher une crise diplomatique majeure. Mais le président lui voyait la scène sous un autre angle. Dans une interview surprise sur France 2, Macron s'afficha sans détour. Sébastien Lecornu n'a fait que son devoir. Protéger les intérêts de notre pays, défendre nos principes et affronter la menace au lieu de la contourner. La France ne recule pas. Pas d'ambiguïté, pas de distance. Juste un soutien franc et massif. Le message était clair, Lecornu avait carte blanche. Un mois plus tard, les routes ukrainiennes vibrèrent sous les roues d'un convoi tricolore. En tête, des canons Caesar tout juste sortis d'usine. Derrière des caisses d'obus, des drones prêts à décoller et des missiles emballés comme des promesses. À leur arrivée, les soldats ukrainiens brandissaient des drapeaux français sous un ciel lourd de symboles. Sur l'un des véhicules, une inscription en lettres pochoirs attira tous les regards cadeaux de Lecornu à Poutine. Il n'en fallut pas plus pour que la toile s'enflamme. L'image devint virale, reprise, partagée, détournée. Plus qu'une photo, un message. La réponse tangible à une menace qui, elle, se voulait seulement verbale. Pendant ce temps, à Paris, dans le calme tendu de son bureau au ministère Lecornu, regardait les images défiler sur son écran. Un appel entra Catherine Vautrin. « Tu as osé ce que personne ne voulait tenter », lui lança-t-elle. « Tu as mis fin au bluff de Poutine ?» Ce n'était pas du bluff, Catherine. Il était sérieux. Justement, c'est ce qui rend ta réponse encore plus forte. Tu lui as montré qu'on peut l'affronter et peut-être même le surpasser. Lecornu esquissa un sourire, presque amusé. Tu sais ce qui est ironique? Il croyait que m'intimider suffirait. Il n'a pas compris que je ne crains pas ces menaces. Ce qui m'effraie, c'est ce qui arrivera si on le laisse faire. 3 mois plus tard, en plein sommet d'automne à Bruxelles, un moment inattendu jeta une lumière crue sur la nouvelle dynamique européenne. Derrière des portes closes, lors d'une session confidentielle, un diplomate russe prit la parole. Le ton froid mais chargé de frustration. « Votre ministre Lecornu, c'est désormais un frein aux relations entre la Russie et l'Europe. » Mais il n'avait pas anticipé la réponse du camp d'en face. Le représentant allemand, sans lever la voix, décocha une réplique nette. « Non. Lecornu est devenu l'exemple à suivre. Il incarne exactement la posture que l'Europe doit adopter face à vos intimidations. Et nous sommes nombreux à marcher dans ses pas. » À cet instant, ce fut clair, Lecornu n'était plus simplement le ministre français de la Défense. Il était devenu un étendard, l'incarnation d'une Europe qui ne courbe plus l'échine, le visage de la résistance continentale contre les menaces venues de l'Est. Et du côté de Moscou, le ton avait changé là aussi. Dans les couloirs feutrés du Kremlin, les ricanements sur le petit nouveau avaient disparu. Plus de sarcasme, plus de condescendance.
À la place, une forme de respect sec contraint celui qu'on accorde à un adversaire qu'on a trop longtemps pris de haut. Lors d'une réunion confidentielle du Conseil de sécurité russe, Poutine aurait lâché crispé « Ce le corps nu ». J'ai mal calculé. Il n'entre pas dans les schémas classiques. Un général aurait alors ajouté avec une franchise rare « C'est plus qu'une erreur, monsieur le président. Vous lui avez offert le rôle de héros. Vos menaces l'ont élevé au rang de symbole, une bourde stratégique majeure. 6 mois après la première étincelle, les cartes militaires s'animaient. À nouveau, l'Ukraine lançait une puissante contre-offensive dans la région de Kherson. Et en tête de l'assaut, en rugissant comme des réponses en acier, les canons César Made in France. Ultramobiles d'une précision chirurgicale et capables de cracher feu à un rythme qui ferait rougir l'artillerie adverse, ces bêtes mécaniques changèrent la donne. À chaque impact, c'était un peu comme si le cornu lui-même appuyait sur la gâchette. Chaque mètre regagné sur l'occupant racontait la même histoire, la volonté bat l'intimidation. Dans les centres d'analyse militaire, les experts commencèrent à poser un nom sur ce nouveau paradigme. Ils l'appelaient l'effet le cornu. Un concept simple mais détonnant lorsqu'on répond à la menace russe, non pas par la peur ou la prudence, mais par une action claire, immédiate et déterminée. Alors l'Occident se renforce, se soude et avance. Et aucun traité diplomatique, aussi poli soit-il, n'avait jamais produit un tel sursaut collectif. À Paris, le corps nu n'avait pas ralenti d'un pouce, même énergie, même rigueur. Mais une chose avait bel et bien changé, il était passé du statut de ministre à celui de référence. Les téléphones sonnaient, pas ceux des journalistes, non ceux des autres ministres européens de la Défense. Berlin, Tallinn, Varsovie, Helsinki, tous voulaient discuter stratégie, comprendre comment faire face aux pressions russes, savoir comment répondre sans ouvrir la voie au chaos. Et à chaque fois, la formule de le corps nu tombait invariable, presque comme un mantra. Clarté, rapidité, action concrète, jamais des mots vides. Pendant ce temps, l'industrie française de l'armement tournait à plein régime. Les commandes affluaient, non seulement de Kiev, mais de tout le continent. Les pays baltes réclamaient leurs canons César. La Pologne s'arrachait les missiles Scalp. La Finlande négociait pour des systèmes anti-aériens et tous, sans exception, résumaient leur choix en une phrase « On achète français parce que vous avez prouvé que vous ne fabriquez pas juste pour vendre, vous livrez pour défendre. » Septembre 2025. Le rideau politique se lève sur une nouvelle ère. Sébastien Lecornu devient Premier ministre de la République française. Au Kremlin, la réaction fut aussi froide qu'un hiver sibérien. Peskov, imperturbable lors de son point presse, se contenta d'un commentaire sec, sans épices. Nous prenons acte de cette nomination. Aucune pique, aucune bravade, juste le silence feutré d'un empire qui a compris une vérité brutale. Le cornu n'est pas un homme à intimider. Il est de ceux qu'on traite avec sérieux ou qu'on affronte à ses risques et périls. Aujourd'hui, des salles de classe de West Point jusqu'aux amphithéâtres de Saint-Cyr-le-Cas, le cornu versus Poutine est devenu matière à étudier. À la question « Comment neutraliser la rhétorique d'un régime autoritaire ?», les élèves décortiquent en fait son discours mot par mot, analysent la mécanique de sa riposte et suivent le fil stratégique qui a fait basculer un rapport de force. Conclusion. Simple. Dans un monde où la prudence passe souvent pour de la sagesse, c'est parfois la fermeté seule qui évite le désastre. La doctrine de Poutine reposait sur un principe immuable, l'Occident craint l'escalade. Il pariait sur le repli, sur les hésitations, sur les failles entre alliés, et pendant un temps, il eut raison la Géorgie, la Crimée, le Donbass, mais puis, il y eut le cornu, inattendu, inclassable, jeune direct sans les filtres fatigués des diplomates rodés. Un homme pour qui l'histoire n'était pas une matière morte mais un guide. Et ce qu'il avait compris, c'est que les autocrates n'ont qu'un seul langage commun, celui de la fermeté. Lorsque les historiens se pencheront sur les chapitres les plus décisifs de la guerre en Ukraine, un moment précis surgira de leurs archives, celui où l'Europe a cessé de reculer. Ce n'est pas un tir, ni une bataille, ni un sommet diplomatique. C'est une prise de parole, un simple discours, mais prononcé avec une telle clarté que tout a changé. Un ministre français inconnu de Moscou quelques mois plus tôt
regarde l'ogre du Kremlin dans les yeux et dit « Non, non à la peur, non à la paralysie, non aux menaces vides ». Ce jour-là, l'inaction a cédé la place à l'unité. Et cette transformation tient en 6 mots désormais célèbres dans toutes les capitales européennes, chaque menace et encore plus d'armes. Ce que voulait Poutine semer la discorde, il a récolté une alliance renforcée, son but imposer la peur. Il a ravivé le courage, il espérait affaiblir l'adversaire, il l'a rendu plus fort. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il a mal évalué un homme. Il pensait que le cornu se coucherait. Il ignorait qu'en le provoquant, il venait de réveiller le pire cauchemar des autocrates, un Européen qui n'a pas peur. Dans les jours qui suivirent ce discours devenu historique, un phénomène inattendu émergea, pas sur les réseaux ni dans les couloirs diplomatiques, mais dans les boîtes aux lettres du ministère des Armées à Paris. Des lettres, des milliers, écrites à la main, imprimées, parfois traduites maladroitement. Elles venaient de toute l'Europe de l'Est et du Nord de Varsovie, de Tallinn, d'Helsinki, de Berlin même. Et toutes, malgré les différences de langue ou de style, portaient le même message essentiel. Merci d'avoir enfin dit tout haut ce que tant d'entre nous pensaient en silence. Parmi ces lettres, une attira l'attention du ministre, celle d'une femme de 77 ans, résidant en Estonie. Elle écrivait avec une calligraphie tremblante mais résolue « J'ai survécu à l'époque soviétique. Pendant des décennies, j'ai cru que l'Europe de l'Ouest avait oublié ce que cela signifiait de vivre dans l'ombre d'une menace venue de Moscou. Grâce à Monsieur le Cornu, je sais désormais que ce n'est pas le cas. » Ces messages s'empilaient par centaines dans son bureau. Son équipe proposa de les classer dans des boîtes d'archives. Il refusa. Chaque jour, religieusement, il en choisissait une dizaine, les lisait attentivement. « Ces gens-là ont tout compris, » disait-il. « Eux savent que si on plie aujourd'hui, on s'efface pour toujours. » Un ancien combattant ukrainien gravement blessé lors des affrontements à Bakhmout fit parvenir une photo qui allait bouleverser bien plus que les réseaux sociaux. Debout à côté d'un canon de César, le bras immobilisé dans une écharpe, il souriait à l'objectif comme s'il défiait la douleur elle-même. Au verso de l'image, il avait griffonné dans un français hésitant mais bouleversant « Ce canon, il a sauvé toute ma brigade. Merci à la France. Merci le Cornu. Vous êtes notre héros. » Cependant, tout le monde ne brandissait pas de drapeau. Dans certains cercles feutrés de la diplomatie française, la voix de la prudence se faisait entendre, ou celle du scepticisme. Lors d'un dîner où le champagne coulait plus que les convictions, un ancien ambassadeur glissa entre 2 amuse-bouches. « Ce le Cornu, c'est un cow-boy. Il joue au héros dans un baril de poudre. Une étincelle de trop, et c'est la guerre ouverte avec Moscou. Catastrophique. » La presse n'a pas tardé à s'en emparer. Dans le monde diplomatique, un éditorial alarmiste surgit en une « Le Cornu et la pente glissante de l'escalade ». L'article développait un argumentaire froid en répondant frontalement à Poutine. La France risquait d'anéantir toute chance de dialogue. Pour certains, le courage de Le Cornu était un risque. Pour d'autres, un acte nécessaire. La fracture était visible. Quand les remarques acerbes fusèrent, Le Cornu ne se déroba pas. Il les entendit. Et il choisit d'y répondre non pas dans les couloirs feutrés du pouvoir, mais en direct sur les ondes de France Inter. Sa voix posée, mais sans concession. « On m'accuse d'avoir envenimé la situation. » Soyons sérieux, c'est bien le président russe qui a prononcé mon nom sur toutes les télés russes, avec une menace à peine voilée. J'ai simplement répondu sans trembler. Ce que certains appellent prudence, moi j'appelle ça céder à la peur. Et céder à la peur, ce n'est pas faire preuve de sagesse, c'est fuir ses responsabilités. Le ton était direct sans détour, et visiblement il avait trouvé un écho. Les derniers sondages l'attestaient, 68% des Français se déclaraient favorables à sa prise de position face à Moscou. Dans un climat politique souvent polarisé, cette approbation était spectaculaire. Dans les coulisses feutrées de Bruxelles et Strasbourg, on sentait que les lignes bougeaient. Autrefois frileux à l'idée d'élever la voix face au Kremlin, plusieurs ministres européens de la Défense commençaient lentement mais sûrement à s'inspirer du ton « le Cornu ». Le langage s'endurcissait. Les silences prudents laissaient
Place à des déclarations plus nettes. Le vent tournait. C'est lors d'une conférence à Berlin que le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius lâcha une phrase qui fit mouche. Ce que le Cornu a démontré, c'est qu'on peut être inflexible sans être agressif, qu'on peut tenir tête à l'intimidation sans jouer à la guerre. Et ça, l'Allemagne doit en tirer une leçon. Hey, un changement d'époque dicté par un style, celui de l'affirmation sans surenchère. Ce jour-là, à Varsovie, l'accueil n'avait rien d'ordinaire. Le Cornu, censé être en simple visite diplomatique, se retrouva acclamé comme une légende vivante. Une foule dense, agitant des drapeaux tricolores et polonais, s'était massée devant le ministère de la Défense. Certains portaient des pancartes hautes en couleur. Le Cornu, c'est notre De Gaulle pour la Biélorussie. Merci d'avoir relevé l'Europe. Une image saisissante, surréaliste même, pour un homme plus habitué aux couloirs feutrés qu'aux ovations publiques. Son homologue polonais Mariusz Błaszczak ne mâcha pas ses mots. Peu de dirigeants ont osé ce que vous avez fait. Vous avez soutenu le regard du Kremlin sans ciller. Le Cornu, fidèle à son style sobre et direct, répondit sans grandiloquence « Personne ne comprend mieux que la Pologne ce que signifie vivre à l'ombre d'un empire menaçant. Votre résilience nous donne du courage. » Mais le vrai défi n'allait pas tarder à surgir. 23 mois jour pour jour après sa déclaration choc, la riposte du Kremlin frappa. Et elle était digitale. En l'espace de quelques heures, la France fut plongée dans le chaos numérique. Réseaux électriques, hôpitaux, transports. Tout fut pris pour cible en parallèle. Une attaque chirurgicale d'une redoutable précision qui portait une signature bien connue, celle des cybercombattants russes. Le message était clair, la Russie venait de jouer une nouvelle carte. Et ce n'était plus une menace, c'était une guerre invisible. Pas un missile, pas un tank. Mais l'effet fut tout aussi brutal. La contre-offensive du Kremlin prit la forme d'un orage numérique. Invisible mais calculé au millimètre. Dans le bunker discret de l'Élysée, la tension était palpable. Macron, le Cornu et les pontes de la sécurité nationale se réunirent en urgence. Le patron de la NSSI prit la parole, regard sombre. 90% des intrusions neutralisées. Mais on n'est pas sorti indemne. C'est pas un carnage, mais ce n'est pas anodin non plus. Un court silence, puis les regards glissèrent naturellement vers le Cornu. Allait-il battre en retraite? Faire profil bas, demander pardon pour avoir provoqué l'ours russe? Rien de tout cela. C'est précisément ce qu'il cherche, répondit-il d'un ton posé. Il se leva lentement, contourna la table, fixa un instant la scène au loin. Puis, sans hausser la voix, « Poutine voudrait qu'on pense que cette attaque, c'est ma faute, que si j'avais baissé la tête, il aurait été clément. Mais c'est faux. Il aurait frappé quoi qu'il arrive, pas à cause d'une déclaration, mais parce qu'on aide un pays libre à ne pas tomber. La seule chose qui a changé, c'est que désormais, l'Europe entière a les yeux ouverts, et elle sait clairement d'où vient l'agression. » Macron posa calmement la question comme s'il s'agissait d'un plan météo. Alors on réagit comment? Sans la moindre hésitation, le Cornu dégaina la stratégie comme une évidence. On triple les moyens alloués à la cyberdéfense. On met nos technologies à disposition de toute l'Union. Et on construit brique après brique un pare-feu numérique made in Europe. Et surtout, on le dit haut et fort pour que tout le monde sache pourquoi. C'était limpide, chaque frappe venue de Moscou deviendrait désormais un prétexte parfait pour muscler la défense européenne. Poutine n'avait plus affaire à un seul homme politique. Il affrontait une machine collective en apprentissage accéléré. À peine les jours passés que d'autres pays signalèrent des attaques similaires. Mais cette fois, grâce à un réseau d'alertes monté en un temps record par Paris, presque toutes furent repérées et stoppées net. Ironie du sort, plutôt un retournement magistral. Lors d'un sommet convoqué en urgence, le Premier ministre estonien prit la parole sourire en coin. Ce que des années de bureaucratie n'ont pas réussi à faire Poutine, l'a déclenché en un clic. En pensant briser l'Europe en frappant la France, il vient de lui offrir un ciment. 6 mois après la prise de parole fondatrice, un rebondissement inattendu secoua les cercles stratégiques. Andreï Gouroulev, ex-général russe, passa à l'ouest. Une défection lourde de sens.
Lors d'un point presse discret orchestré par le renseignement français, il leva le voile sur les coulisses du Kremlin. Son récit précis, dérangeant. Quand Poutine a choisi de viser le cornu publiquement, expliqua Gouroulev, ses proches l'avaient averti, tous. Mais il était persuadé que Paris plierait. Il répétait « Les Français sont souples. Ils préfèrent le vin et le fromage au conflit. » Puis la phrase qui fit mouche, il n'avait pas compris qu'on peut chérir la paix et être prêt à se battre pour la protéger. L'onde de choc fut immédiate. Ces confidences validaient un soupçon ancien. Poutine avait mal jaugé l'Europe. Et cette erreur d'appréciation devenue certitude au Kremlin s'était transformée en faille stratégique. Octobre 2025, dîner discret à l'Élysée. Autour d'un verre de vin, deux hommes discutent bord d'avenir. Tu te rends compte que ta nomination à Matignon va faire grincer des dents? Jusqu'à Moscou glisse Macron, mi-sérieux, mi-amusé. Oui, acquiesce le cornu. Mais à ce niveau-là, tout geste, toute parole provoque une onde de choc. Le but, ce n'est plus d'éviter les secousses russes, c'est de faire en sorte qu'elle consolide l'Europe, pas qu'elle la fissure. Le président esquisse un sourire. Tu n'es plus le même. Le jeune ministre de 2017 n'aurait jamais eu ce recul, parce que le monde d'alors n'avait rien à voir. À l'époque, on entretenait encore l'illusion que Moscou pouvait devenir un partenaire fiable. Maintenant, on a compris. C'est un rival point final. Et cette lucidité change la donne. Et lorsque sa nomination fut officialisée le 9 septembre, ce fut Washington qui ouvrit le bal des réactions. Le département d'État salua en lui un chef de file capable d'opposer une détermination sans faille face à l'agression. Le ton était donné. À Londres, le chef du gouvernement britannique décrocha son téléphone pour saluer personnellement l'initiative. À Kiev, Zelensky se contenta d'un message sec sur X presque clinique. La France a fait un choix, l'Ukraine l'approuve. Et à Moscou, rien. Un vide pesant. 48 heures, sans un mot, sans un geste. Puis enfin, la voix officielle du Kremlin. Peskov, une phrase, 3 mots. Nous en prenons acte. Pas d'emphase, pas de menace, juste le minimum syndical. Et c'est précisément ce mutisme qui disait tout. Pour la première fois depuis longtemps, le Kremlin n'avait plus rien à brandir. Plus d'avertissements, plus de démonstrations de force. Le message était clair, Poutine avait compris que Sébastien Lecornu n'était pas sensible à l'intimidation. Aujourd'hui, cette séquence est disséquée bien au-delà des cercles politiques. À West Point, à Sandhurst, à Saint-Cyr, dans les amphithéâtres militaires les plus prestigieux du monde. Le moment Lecornu-Poutine est devenu un cas d'école, comment faire face à une pression autoritaire, comment retourner une menace en levier stratégique, comment préserver l'unité quand l'adversaire cherche la fracture. Lecornu résumait sa doctrine en une phrase lâchée un jour à la tribune de Sciences Po avec cette froideur maîtrisée qui glace autant qu'elle inspire. Les despotes passent leur temps à jauger nos faiblesses. Se taire, c'est les encourager. Hésiter, c'est leur ouvrir la porte. La seule grammaire qu'ils respectent, c'est celle de la fermeté inflexible. Chapitre 5. Le courage n'est pas l'absence de peur. Dans l'amphi, un étudiant au fond de la salle leva la main un brin inquiet. « Monsieur le Premier ministre, n'avez-vous jamais craint que cette posture ne déclenche une escalade hors de contrôle ?» Lecornu prit une pause, regarda l'étudiant et répondit posément « Bien sûr que la peur était là. Un homme sain d'esprit la ressent toujours. Mais ce qui m'effrayait davantage, c'était l'idée de rester muet. L'histoire, la vraie celle qui fait mal, nous l'enseigne depuis toujours. Tendre l'autre joue face à un dictateur ne l'apaise jamais. Ça le prépare à revenir. Plus fort et plus tard. » Il s'interrompit un instant, laissant le silence faire son travail. Puis il reprit plus grave encore, en 1938, Chamberlain est rentré de Munich en promettant la paix pour notre époque. 12 mois plus tard, l'Europe basculait dans la guerre totale. La raison est simple, Hitler avait lu l'apaisement comme un aveu de faiblesse. J'ai disséqué cette période. J'en connais chaque engrenage et je me suis fait une promesse ne jamais tomber dans ce piège. Pendant ce temps, à Moscou, les choses avaient changé de registre. D'après plusieurs sources issues du renseignement occidental, un dossier bien particulier circule désormais dans les couloirs du Kremlin. Son intitulé est sans détour « Le problème Lecornu ». Des centaines de pages,
des scénarios, des tentatives de contournement, des stratégies pour réduire l'impact du Premier ministre français, mais toutes butent sur la même impasse. Lecornu ne réagit pas comme prévu. Il ne cède pas à la pression. Il ne se laisse ni séduire, ni acheter, ni détourner. Et face à un adversaire qui échappe au code classique, le système se grippe. Un expert russe resté dans l'ombre mais bien introduit aurait rédigé un mémo confidentiel au style inhabituellement alarmiste. Lecornu incarne une nouvelle génération de dirigeants européens imperméables à la peur du Kremlin et ce refus de trembler devient viral. Sa posture inflexible fait des émules. Si cette dynamique se poursuit, cela pourrait constituer un bouleversement stratégique majeur pour la Russie. Et le rapport ne se trompait pas. Durant les années 2024 et 2025, on assista à une lente mais implacable métamorphose du vocabulaire européen à l'égard de Moscou. Les termes comme « désescalade » ou « compromis » commencèrent à disparaître des discours officiels supplantés par « fermeté », riposte proportionnée et ligne rouge. Ce glissement lexical n'était pas anodin, il traduisait un basculement psychologique. Et au cœur de cette évolution, une silhouette se détachait, celle de Sébastien Lecornu, devenu, malgré lui, l'illustration vivante d'un continent qui relève la tête. Chapitre final à suivre. Le rideau n'est pas encore tombé sur cette saga. Poutine est toujours solidement accroché au Kremlin, les combats ravagent encore l'Ukraine, et les frictions entre Moscou et l'Occident n'ont rien perdu de leur intensité. Mais un détail en apparence discret a tout bouleversé l'Europe, n'a plus la voix tremblante quand elle dit « non ». Elle n'attend plus qu'on l'agresse pour se tenir droite. Elle a compris qu'il existe un espace entre la capitulation et l'escalade. Cet entre-deux s'appelle la fermeté lucide, une force tranquille qui dissuade sans provoquer. Et Lecornu, fidèle à sa ligne, le résuma dans son tout premier discours à Matignon. La France n'a pas soif de guerre, mais elle ne baisse pas les yeux devant elle. Notre préférence va à la paix, oui, mais pas celle qui s'achète au prix de l'humiliation ou du silence. Nous ne voulons ni la paix des chaînes, ni celle des tombeaux. Ce que nous défendons, c'est la paix des peuples libres, et cette paix-là, elle vaut chaque bataille. Ces paroles traversèrent le continent comme une gifle lancée au cynisme. On les entendit à Rome, à Varsovie, à Bruxelles, et même de l'autre côté de l'Atlantique. Elles marquaient le début d'une ère nouvelle, celle où les démocraties européennes, un temps assoupies dans leur confort, se souvenaient soudain que la liberté n'est jamais gratuite et qu'elle mérite chaque effort, chaque risque, chaque choix difficile. Poutine avait tenté de faire de Lecornu une cible à abattre. Il l'avait pointé du doigt, croyant briser un homme. Au lieu de ça, il en a forgé un symbole. Sébastien Lecornu est devenu tout ce qu'il ne devait pas être, une incarnation du courage politique, une référence pour les gouvernements hésitants, un modèle d'intransigeance face à la menace. Son nom désormais inspire plutôt que divise. Et tout cela simplement parce qu'un matin à 4h17 dans un bureau encore plongé dans l'obscurité, un téléphone ultra sécurisé s'est mis à vibrer et que l'homme qui décrocha ce combiné choisit à cet instant précis de ne pas fléchir, de ne pas